Coucouille et bienvenue sur Studio Pardon, le podcast de Studio Pardon. Ici, on va aborder plein de thèmes sur la communauté LGBTQIA+. Et avec toutes ces différentes histoires, j'espère donner un peu d'espoir en ces temps sombres. Courage. Pour ce premier épisode, on va aborder le thème Vivre de sa passion quand on est LGBTQIA+, à travers le parcours d'un auteur, compositeur, interprète, Sébastien Delage. Bonjour Seb. Salut. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Du coup, je m'appelle Sébastien Delage, j'ai 39 ans dans quelques semaines. T'es quel signe? Je suis taureau. Ok. Ça dépend quand est-ce que tu écoutes ce podcast, mais a priori, j'ai quelque chose comme 39 ans. Et je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai monté un label queer il y a 4 ans maintenant, qui s'appelle Drama Queen Music, pour produire ma musique et j'espère d'autres artistes queer à long terme. Et voilà, c'est déjà pas mal. Du coup, t'en es à ton combienième d'album de sortie? J'ai terminé avant-hier mon 3e album, voilà, qui s'appelle Turbostérone et qui sortira en novembre a priori. Et justement, est-ce que toi, tu as une équipe qui travaille avec toi? Comme tu disais que tu as un label, tu fais tout seul ou dans le label, vous êtes plusieurs? Alors, par la force des choses, je fais quand même beaucoup de choses tout seul, mais je me suis un peu construit une famille choisie professionnelle qui sont aujourd'hui vraiment des amis. Mes musiciennes qui ont joué, par exemple, sur le dernier disque, c'est des amis aujourd'hui. Les gens avec qui je fais les clips, par exemple, j'ai une petite famille choisie. Je suis très fidèle en plus dans le travail, c'est-à-dire que quand ça se passe bien, quand on fait des trucs cool et qu'on s'amuse à les faire, on continue, quoi. J'ai participé à un de tes clips, genre il y avait une trop bonne ambiance et c'est vrai que ton équipe, elle était grave cool. Il y avait Emmanuel. Manu qui faisait le cadre, il y avait, c'était réalisé par Joanne Guéraud qui a réalisé mes clips Une longue histoire, Best Platine, le clip dont tu parles, et le premier clip du prochain album qui s'appelle Cœur Parking. Et du coup, ouais, où Lola, qui est chef-op électro, qui est géniale, elle a 25 ans, elle défonce tout, elle fait des trop belles lumières. Non, j'adore, c'est stimulant. Et le set aussi, il était trop beau. Existe la morale, désir animal, la fumée nous brouille, t'assure, me trouble. Bah voilà, c'est parce que c'est des gens avec qui on se connaît, avec qui c'est facile de travailler, et on s'amuse toujours à le faire, quoi. Justement, ton label, comment ça fonctionne? C'est autoproduit ou tu bénéficies d'aide de l'État? Alors, c'est un label associatif parce que, à mon échelle, ça me permet d'avoir une fiscalité qui est beaucoup plus simple. Comme c'est associatif, c'est à but de promotion culturelle. Donc, du coup, mon but, c'est de produire des objets culturels, en l'occurrence de la musique. Ça me permet d'avoir un cadre juridique pour pouvoir faire des demandes d'aide. Aujourd'hui, en musique, on peut demander de l'aide à différents organismes, comme par exemple la SCPP ou la SPPF, c'est l'acronyme de Société civile des producteurs phonographiques. C'est des acronymes un peu abstrait de loin comme ça, mais à qui on peut demander des aides pour tous les disques. Et en gros, que ça soit moi, un tout petit label indé qui demande un peu d'argent pour terminer mon disque, ou Universal, on a droit tous on a droit tous de demander la même chose. Mais du coup, c'est pas un peu désavantageant? Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'aide pas plutôt les plus petits labels? Alors qu'Universal, je me dirais qu'ils ont pas de problème d'argent. Je sais pas, j'imagine parce que un disque qui se vend beaucoup va générer beaucoup de revenus à cette société. Donc il y a besoin d'avoir des choses qui sont un peu la cash machine, j'imagine, de ces organismes qui donnent quand même pas mal d'argent en vrai, même si de moins en moins au label pour produire de la musique. Et du coup, je sais pas, c'est des décisions collégiales un peu obscures, un peu abstraites pour nous. Mais après, moi, je parle de ça, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a le CNM, qui est une aide de l'État que j'ai obtenue sur mes 2 disques précédents. Il y a l'ADAMI, l'ASPEDIDAM, il y en a une liste incommensurable, mais c'est très obscur, c'est très difficile d'y avoir accès. D'ailleurs, il y a en France que 2 écoles, je crois, qui forment exactement au métier de la musique en production. Une école à Issoudun qui forme les gens à aller chercher des subventions et s'occuper de toute cette partie administrative cachée derrière les disques. Comment t'es devenu chanteur? Enfin, comment est-ce qu'on se dit: «Tiens, j'ai envie de devenir auteur, compositeur, interprète»? Tu fait une école ou? Non, pas du tout. Mais pourquoi on choisit ça? Je crois comme beaucoup de gens, c'est pour juste pas sauter par la fenêtre, franchement. Et il y a un truc un peu cathartique, quoi. C'est très bateau comme réponse, mais quand on choisit d'être artiste de manière générale, c'est vraiment, je pense que c'est pour se soigner. Si on le fait pour gagner de l'argent, on le fait pour les mauvaises raisons. Il faut le faire avec le cœur. Le succès, s'il vient, tant mieux, mais il faut d'abord faire un projet qui te tient à cœur. Oui, c'est ça.
Je cherche pas le succès, je cherche juste à travailler, continuer à faire ce qui m'épanouit et me fait du bien. Donc pas de travail 9-18. Non. Justement, est-ce qu'il y a des écoles en France pour travailler dans la musique, aussi bien dans la production que dans le chant? Du côté, plutôt label, édition, tourneur, comme je te disais, il y a 2 grosses formations en France. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai commencé en fait, je suis rentré dans la musique de ce côté-là, moi, de la production. C'est-à-dire que j'ai commencé, en 2014 à travailler, j'étais stagiaire pour le label, Pop Noir, qui a un projet qui s'appelle Les Scopes, par exemple, ou Savages, qui était un projet de rock de meufs qui était incroyable. Très, 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 très beau projet et je bossais pour eux et je bossais aussi pour le manager d'un groupe qui s'appelle, Tinariwen, qui est un groupe de musique touareg, du Mali, qui a un projet, fabuleux que je vous encourage tous à aller écouter. Et du coup, bah, moi, je faisais leur dossier de sub, un peu de graphisme. J'étais un peu le stagiaire, payé au lance-pierre, le couteau suisse du label et du management. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser dans la musique et à rencontrer des gens de ce milieu. Et après, j'ai monté, mon groupe de musique et c'était un duo dans lequel je chantais pas. On a signé, chez Universal, justement. Bon, on a été dans ce groupe pendant 8 ans. Ça s'est terminé et là, j'ai décidé de me mettre à chanter, de monter mon label parce que j'avais vu les 2 côtés. C'est-à-dire que j'ai commencé du côté de la production, donc je savais comment ça marchait à peu près un label indé. Et après, j'ai eu un groupe de musique pendant 8 ans en major et du coup, j'ai vu ce que j'avais pas envie de faire en musique et du coup, c'est pour ça, je me sentais mûr pour me lancer là-dedans. Et justement pour les musiciens, Pour les musiciens, il y a pas de formation, il y a pas de métier, on te forme pas à être auteur, compositeur, interprète. où faut faire la Starac? Moi, c'est pas trop ma came, mais j'imagine. On n'a plus l'âge. C'est une autre école. Moi, je vois aujourd'hui que mes amies musiciennes sont surtout des gens qui ont fait, le conservatoire, par exemple, ou qui ont commencé des instruments jeunes, qui se sont formés, par exemple, mon guitariste a fait une école de jazz après le bac. Du coup, c'est un musicien classique et c'est beaucoup des gens qui accompagnent des projets solos et j'ai l'impression souvent que les projets solos, c'est des gens qui ont pas forcément de parcours, qui ont un parcours un peu atypique. Enfin, moi, j'ai commencé la guitare à 18 ans. Je sais pas lire le solfège, je sais pas écrire une partition, j'ai pas l'oreille absolue. Tu le fais à ta sauce. Voilà, on apprend comme on peut, quoi. Si on doit parler de formation, aujourd'hui, il y a juste des organismes qui proposent des cursus, par exemple avec l'AFDAS, le CPF, on peut se former, je sais pas, 40 heures par an à, l'interprétation, à des stages d'écriture, des choses comme ça, mais il y a pas vraiment de formation, non. Attends, t'avais un groupe, donc t'étais avec, En duo, ça s'appelait Holidays. On a sorti un album, chez Polydor en 2018 qui s'appelle Hollywood Bizarre. Notre morceau qui a un peu tourné s'appelle L'odeur des joints. D'ailleurs, il est au générique de l'épisode 5 de Bref 2. la série qui vient de sortir sur Disney? Ils ont choisi une chanson d'Holidays en générique de fin du 5e épisode, je crois, d'épisode. Et J'y suis pas encore arrivé, j'ai vu que les 2 premiers épisodes. mais du coup, ça veut dire que vous allez gagner de l'argent? Ça veut dire que ça va générer des droits d'auteur. Ça veut dire que la SACEM va nous reverser en fonction des vues, des diffusions, un taux en fonction de notre implication dans l'écriture ou la composition du morceau. Si t'es sur Disney+, potentiellement, il y a plein de vues, non? Il y a moyen que l'année prochaine, ma vie change. Justement, toi, tes visuels, ils sont très marqués. Moi, je les qualifierais de rétro porn chic. C'est cool. Je sais pas si t'es d'accord. Si, enfin, en tout cas, sur le deuxième album, oui. Justement, tout ça, comment tu le construis? C'est toi qui as l'idée et du coup, tu t'exécutes? Ça dépend. Moi, j'ai commencé, en sortie du bac, j'ai fait 2 ans de fac de ciné, à l'époque où c'était encore le DUG. DUG que je n'ai pas eu, évidemment, parce que j'étais beaucoup trop occupé à prendre la guitare et fumer des pétards avec mes copains dans la cave pour, reprendre Radiohead. Du coup, j'ai fait 2 ans de ciné, j'ai toujours été très sensible au cinéma, à l'image et tout. Et du coup, j'y pense souvent quand je fais de la musique, j'ai toujours des idées de clips, j'ai toujours envie de faire des images dessus. J'y prête autant d'importance qu'à l'aspect musical, quoi. Du coup, que ça soit les photos, les clips, les visuels, j'essaye d'y porter des réflexions et surtout de travailler avec des gens, qui apportent aussi une vision à laquelle j'aurais pas forcément, pensé dans un premier lieu, toujours essayer de faire évoluer un peu l'idée de base. Moi, je vois sur le podcast, c'est que je fais beaucoup de choses tout seul et c'est en parlant avec, des invités, qu'il y a des idées qui arrivent, donc c'est pour ça que cette première saison sera peut-être un peu chaotique. Comme replacer les micros pour qu'on entende mieux. Oh mon Dieu, c'est pour ça qu'il y a plus le même dispositif. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé pour la prochaine saison. Voilà, du coup, je tease le décor de la saison 2. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Si je viens chez toi, qu'est-ce qu'il y a chez un chanteur, qu'il y a pas chez quelqu'un d'autre? Beaucoup trop de matos. Et c'est quoi le Bah, matos? moi, je vis dans 15 mètres carrés sous les toits mansardés, alors autant dire qu'il y a peu d'espace. Bah, il y a, une basse, 3 guitares,
un préamp, des pédales, des enceintes, 2 amplis, Ses voisins le des détestent, là. câbles, des micros, des percussions, un xylophone pour enfants, il y a des tambourins, des synthés, un clavier MIDI. Tu les mets où? Comme je suis bipolaire et que je suis maniaque gigatrique, j'ai une tendance à tout organiser de façon très consciencieuse. C'est-à-dire que mon appart ressemble à un tableau Excel. Il y a beaucoup de choses, mais c'est très organisé et du coup, il y a une logistique derrière tout ça. Non, non, ça tient. J'ai réussi à enregistrer mes disques chez moi. Et les voisins, ils sont déjà venus se plaindre ou pas? Ils sont jamais venus se plaindre. Alors j'ai quand même un rituel, c'est-à-dire que quand j'enregistre chez moi, donc j'ai un tapis au sol, donc comme ça fait 15 mètres carrés, autant dire que le sol est vite recouvert. Je tends ma couette sur mes placards, j'ai un rideau phonique devant ma porte, j'y ai collé des mousses. Dans mes toilettes, il y a aussi des mousses pour pas que le son aille résonner dedans. Je tends des draps, j'ai un écran de rétroprojecteur que je baisse. Je ferme mon rideau, vraiment tout est capitonné. Alors déjà, ça aide pour que le son soit plus mat, pour éviter que ça résonne, pour avoir des prises plus chaudes, plus chaleureuses, et puis pour épargner un peu mes voisins. Et non, l'année dernière, non, il y a 2 ans, quand j'ai enregistré mon deuxième album, je suis allé voir mon voisin que j'ai croisé. Je lui dis: «Je suis désolé, en ce moment, j'enregistre mon disque, j'espère que ça fait pas trop de bruit et tout». Il me dit: «Ah, c'est toi qui es musicien?» «Non, non, ça va, c'est cool, c'est agréable et tout». Je fais donc voilà, et les autres se plaignent pas. Je leur ai offert mon deuxième disque pour m'excuser l'année dernière. Alors, comment ça se déroule, la journée type d'un chanteur? Alors moi, je me réveille. J'ai l'impression de faire le sketch de Florence Foresti. Je me réveille à 5 heures tous les matins. Alors je me réveille très tôt, je me réveille entre 5h30 et 7h en général. En général, je travaille à cette heure-là. C'est l'heure où je suis le plus concentré, le plus focus. Je m'occupe un peu de tout ce qui est, je sais pas, administratif pour le label, où je fais mes edits d'enregistrement de la veille. À 6 heures du matin? Ouais, c'est un moment où je suis très focus, très concentré, c'est avant tout mon travail, et j'ai l'impression que du coup, ma journée sera plus simple. Après, en général, je vais au sport. Après, je retourne travailler. La journée, en fonction, si j'ai des concerts, par exemple, bah, je répète. Si je suis en période d'enregistrement, je m'occupe d'enregistrer, je maquette, je compose, ou alors je bosse sur le prochain clip. Donc la journée, jamais de répit. Jamais de répit, et j'arrête vers 18h30, 19h, voilà, et je m'effondre après le soir à 22h30, et c'est super. J'ai une vie très chiante, très rangée, mais en même temps, c'est cette discipline qui m'aide à... À sortir ton 3e album. Ouais, exactement, exactement. Et d'en as déjà 3 albums. Et j'en suis déjà à 3 albums en 4 ans. Ouais. Bah, comment ça devient toutes ces idées? Comment tu passes de l'album 1 à 2 à 3 en recopiant pas ce que tu as déjà fait, par exemple? Bah déjà en faisant intervenir, en faisant grossir la famille choisie autour déjà, ça amène le disque un peu ailleurs, ne serait-ce que les musiciens. Et pour ma part, je pense que c'est le fait d'avoir choisi ce métier, qui est quand même extrêmement précaire, qui fait que on est toujours un peu en difficulté, on sait jamais trop toujours si on va renouveler notre intermittence, si on va avoir un peu de rentrée d'argent, si on va avoir de quoi bouffer, payer le loyer. Bah, ça fait qu'on est, je pense, plus réceptif, on est plus on devient des éponges à émotions, à sensations, à névrose, à joie. Tout est décuplé parce que du coup, quand les choses se passent bien, bah, on n'en est que plus reconnaissant. Et moi, ça me permet de rester créatif, j'ai l'impression. Peut-être que si un jour je vis bien de mon projet, peut-être que ma musique sera très chiante. Alors moi, j'ai vu un truc, qui m'a un peu effrayé avec, l'intelligence artificielle, et je te l'ai montré tout à l'heure. C'est l'application d'IA Suno, où tu tapes, une ligne, pas de coque, mais tu tapes une ligne sur, l'écran. Genre on a mis, chanson texto pour un podcast qui reçoit un chanteur, et tu vu, ça t'a fait une musique. Bon, les paroles étaient nulles, mais ça te fait une musique en 1 minute. Ouais. Les papes dans le studio, lumière flash appuie sur les mots. Dans la nuit on se dévoile, le beat nous emporte, ça fait mal. Pour toi et les gens de ton métier, c'est horrible. Bah, moi, en tant qu'auteur, compositeur, interprète, je trouve ça inquiétant que ça soit pas régulé. Oui, parce qu'en fait, ça vient piller les œuvres sur internet. Exactement, existante. Du coup, ça pose beaucoup de questions éthiques. La première, de façon totalement pragmatique, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont faire de musique
les mettre sur Spotify et générer du flow de chansons créées en 40 secondes qui ont pillé des centaines de milliers d'œuvres, voire plus, pour générer des revenus, par exemple. Ce qu'il faudrait, c'est par exemple, quand la chanson qu'on a créée tout à l'heure, il faudrait qu'on sache exactement de quelle chanson elle s'inspire Exactement, et que ça donne une rémunération à ces personnes-là. exactement. Moi, je suis pas contre l'IA, je trouve que c'est même fantastique. C'est un outil qui peut être vraiment génial. Moi, j'ai déjà utilisé l'IA, j'avoue, et c'est vrai que il peut y avoir des applications vraiment, vraiment intéressantes. Ne serait-ce que pour soulager des métiers administratifs, des choses comme ça, par exemple. Mais à partir du moment où ça pique le job de quelqu'un, ça pose des questions éthiques et des questions de régulation. Et quand on voit en aussi peu de temps ce que c'est devenu, je trouve ça super, très impressionnant, le prouesse technologique. Je me rappelle que les premiers tests d'IA qu'on avait lâchés sur Twitter il y a 5-6 ans, l'IA en 30 minutes était devenue raciste, antisémite, homophobe, misogyne, transphobe. C'était lié à Google? Exactement, je crois que c'était ça, ouais. Mais je trouve que ça pose vraiment des questions, En fait, c'est ce qu'on en fait aussi. exactement. Quelles utilisations, dans quel but et chez qui? Chez qui ça va chercher? On a besoin de sourcer, quand on a un résultat produit par une IA, on devrait pouvoir sourcer. Qu'est-ce qui a été utilisé? Ouais, comme Wikipédia ou Exactement. Qu'est-ce qui a été utilisé pour créer ça? Exactement. Ce qui permettrait de pouvoir effectivement, trouver un moyen peut-être, rendre l'IA payante. Moi, je trouverais ça plutôt logique, ne serait-ce que pour rémunérer les gens qui travaillent derrière, mais aussi pour que ces gens-là puissent eux-mêmes rémunérer le contenu qui est utilisé. parce que moi, tu vois, par exemple, là, je crée la chanson, mais Rien ne t'empêche de l'inscrire sur TuneCore, un agrégateur digital. Dans 2 semaines, elle est sur Spotify et tu fais sa promo, tu achètes des streams et tu génères des revenus sur Spotify. waouh! Sans vérification aucune de comment a été faite cette chanson. Alors, je dis ça aujourd'hui, je sais pas, j'avais entendu parler que Spotify cherchait des moyens algorithmiques de pouvoir, chercher les musiques qui avaient été créées par IA, mais c'est tout à fait obscur pour l'instant, on n'en sait rien. Et puis moi, par exemple, ne serait-ce que moi, rien ne m'empêche, j'ai envie de changer la batterie de mon disque que j'ai enregistré la semaine dernière, je vais demander à une IA de me faire une batterie, gratuitement comme ça. Hop, et j'ai pas besoin de payer un batteur. Donc, si je dis rien, personne ne le saura jamais. Donc, ça pose des questions éthiques. Ouh là là. C'est vrai que ça fait peur là pour, l'année 2030. Tu te dis: «Où est-ce qu'on va en être, dans 5 ans?» Waouh. Bon, Elon Musk, si tu nous entends, faut réguler tout ça. C'est mal parti, mais Tu nous entends, cesse, rends Twitter. arrête tout. Alors, est-ce qu'il y a des lieux quand tu démarres la musique où tu peux aller t'exposer? Par exemple, des scènes ouvertes où tu peux aller chanter? Ou comment tu fais pour te produire, au début? Parce que je sais que Lady Gaga, elle expliquait elle était dans tous les cafés-bars, de New York et qu'elle allait se produire sur des scènes libres, et que c'était un très bon entraînement. Est-ce qu'il y a ça en France? Il y a ça en France, mais ça dépend des courants, ça dépend des courants aussi. Par exemple, les salles de jazz ont des critères, bien spécifiques à eux. Les clubs de rock ont les leurs, les scènes techno pour les DJ, ou pour les pas que techno, mais pour les DJ ont leur propre, méthode aussi. En général, de toute façon, le seul point commun, je dirais que ça commence par un truc d'échelle, c'est-à-dire il faut commencer là où on est à l'aise. C'est-à-dire que moi, comme je chantais pas avant dans mon groupe, je faisais que la guitare et la musique. Je partais du principe qu'il fallait que je puisse défendre mes chansons, le plus proche possible de ce qui était sur mon disque. Donc tous mes premiers morceaux étaient composés en guitare, basse, batterie pour que si j'allais sur scène avec, guitare-voix tout seul, ça soit pas une imposture. Et du coup, bah, de pouvoir voyager léger solo, moi, ça m'a permis de jouer partout où on voulait de moi, quoi. Au début, ouais, donc j'ai eu la chance d'avoir, je connais bien la chanteuse de Lilywood and the Prick, pour qui j'ai réalisé des titres et du coup qui m'a emmené, sur ses premières parties au début de mon projet. Donc ça pour moi ça a été super et puis après, bah, dès que je trouvais un petit club, un petit truc où je pouvais aller jouer, bah, j'y allais, quoi. Donc j'ai joué dans des hôtels, j'ai joué, dans des bars, j'ai joué dans des petits clubs de concert, j'ai joué dans des grosses salles en première partie, j'ai partout où on peut, en fait. Je crois que le plus important, c'est juste dès qu'on peut aller jouer, on y va. Du coup, je voulais savoir, toi, comment tu vis de ta passion? Est-ce que c'est par ton label ou comme tu disais, tu as ton intermittence? Non, moi je vis de l'intermittence. On est de plus en plus autour de moi, je vois mes amis musiciens ont de plus en plus des jobs alimentaires
parce que depuis le Covid, comme il y a moins de concerts et qu'il n'y en a pas eu pendant très longtemps, on a été beaucoup à soit perdre notre intermittence, soit avoir une aide de l'État qui nous l'a prolongé parce que nos métiers ont été directement affectés. C'est-à-dire que sans concert, pas de cachet, donc pas de cachet, pas d'intermittence pendant longtemps. Et même la fréquentation des concerts aujourd'hui, ça est revenu. Le nombre de concerts, lui, a quand même diminué. C'est quand même aujourd'hui beaucoup, on privilégie des grosses salles pour pouvoir générer plus de revenus. Du coup, tous les petits concerts, les projets un peu à mon échelle, nous, on subsiste un peu comme on peut, quoi. Ok. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je suis intermittent. Je suis intermittent depuis 15 ans. En 15 ans, je l'ai perdu une fois, mais je l'ai réussi à la récupérer assez vite. Et là, cette année, pour être tout à fait transparent, ouais, moi, en novembre, il faut que je fasse 400 heures. Sinon, je la perds. Alors, est-ce que tu pourrais me décrire cette sensation? Comment c'est de monter sur scène? Ça dépend des fois. C'est la première fois que je suis monté sur une scène. Je venais de commencer la guitare, la basse, pardon, et avec mon groupe de reprises de potes pour la fête du lycée de la terminale. Et on avait fait des reprises devant notre lycée. On avait joué, on était en kilt. Et c'était à la fois terrifiant et galvanisant. C'est-à-dire qu'on avait l'impression D'être les stars du lycée? on avait l'impression d'être les stars du lycée. Moi qui ai subi beaucoup de harcèlement scolaire, autant dire qu'il y a une espèce d'empowerment, genre, OK, on a fait quelque chose avec mes potes qui vaut quelque chose, même si on jouait comme des pieds, on faisait des mauvaises reprises de Muse, Rage Against the Machine et Radiohead. Mais c'était super. Et il y a un truc qui a pas changé par contre depuis, quand je monte sur scène, c'est la peur, le stress, le trac. Il y a toujours quelque chose, quand on monte sur scène, on va se mettre littéralement à nu. Moi qui ai fait des clips érotiques, j'ai trouvé ça plus facile de me foutre à poil dans un clip que de monter sur scène tout habillé. Il y a un truc qui est beaucoup plus intime, qui est beaucoup plus, exposant, vulnérabilisant. Alors, est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? J'ai plusieurs rituels. J'ai pendant eu longtemps un slip, de concert. Je mets toujours le même slip à mes concerts, mais il change régulièrement. C'est-à-dire que j'ai une un coffre à sac à dos slip de concert. M'échauffer, toujours. J'ai des petits mémos vocaux de mon prof de chant, sur mon téléphone que je fais. Et j'ai un autre rituel dont j'ai parlé dans une interview dans Crush Fanzine. Je sais pas en quelle mesure c'est X-rated, mais par exemple, je n'ai pas de relation sexuelle, jamais, seul ou avec un ou des partenaires, 48 heures avant le concert, jamais. Pour rester dans une énergie un peu bestiale? Il y a quelque chose d'une énergie sexuelle avec un concert, je me l'explique pas. Hem Et ouais, il y a quelque chose, je me dis: Je veux pas me distraire du moment présent du concert et du coup, voilà, je deviens asexuel 48 heures, avant le concert. Tu vois, c'est une question conne, mais qui va être corrélée à ma toute petite vessie. Comment ça se passe si tu as envie de pisser et que tu es sur scène? Alors tu pas trop envie de pisser, quand tu es sur scène. Par contre, tu as envie de pisser avant de monter sur scène. C'est-à-dire que je vais faire pipi peut-être 10 fois dans l'heure avant le concert. Je sais pas comment expliquer, même enfin, tu envie d'aller chier quoi avant un concert. Tu ton corps Ah, ton corps te dit merde. ton corps te dit, bye. Ça t'est déjà arrivé justement d'avoir un concert et d'être malade? Ça m'est arrivé avant un concert de Lides, on jouait au pop-up du Label, où j'avais une gastro de l'enfer. Alors j'ai eu de la chance, c'était pas par le bas, moi c'était vomi à ce moment-là et désolé pour nos amis, hémétophobes. C'est le mot, pour les phobiques les gens qui vomissent. J'adore ce mot. Donc désolé pour nos amis hémétophobes, j'avais une gastro, on était au pop-up, j'étais dans le chiottes, je vomis ma race 30 secondes avant de monter sur scène. Et là, je monte sur scène et avec l'adrénaline, mon corps a pris le relais, le dessus. Et pendant 1 heure, super concert, j'en ai vraiment un bon souvenir et tout. Et en sortant, je m'effondre, je revomis, je m'endors, enfin, genre la totale, quoi. Donc il y a un moment où quand on est sur scène, on n'a tellement pas le choix d'être là. C'est vraiment un moment où on est présent, on est là. Et du coup, il y a un, il y a un mode sécurité, je sais pas. Est-ce que dans le milieu de la musique, il y a des comportements que tu as vus, que ce soit en matière de harcèlement, de drogue, des choses où tu t'es dit genre: «Waouh, ça arriverait jamais dans un métier plus traditionnel»? Oui, j'en ai vu, mais je pense que ce sont les mêmes, que dans tous les milieux. C'est-à-dire que je pense que la consommation de drogue est pas, je suis pas statisticien, je sais pas si elle est plus importante dans le milieu de la musique que dans le milieu, de la pub.
Je sais pas si elle est plus importante que dans le milieu de l'art, je sais pas si elle est plus importante Dans tout. que dans la finance. Et du coup, des comportements. Des comportements problématiques, il y en a eu beaucoup. Moi, j'ai vu, par exemple, mon directeur artistique chez Polydor qui m'a dit dis pas trop en interview que t'es gay, hein, parce que ça pourrait vraiment empêcher les gens d'écouter ce que vous faites. Et il disait ça pensant me protéger, sans entendre la bêtise de ce qui est dit. Il m'a dit ah, ce serait bien que la chanteuse elle ait 10 kilos à perdre avant la sortie de l'album. J'ai des amies chanteuses à qui on a dit va montrer ton petit cul sur scène. Enfin, oui, j'ai vu des gens frapper à des chambres d'hôtel. Enfin, oui, tout. Donc du coup, oui, j'en ai vu, mais pas plus qu'ailleurs. Le problème, c'est exactement ce que dit Fleur Benguigui, justement. C'est que le problème, c'est que c'est des milieux où la frontière entre monde professionnel et personnel est très fine. Et du coup, c'est tous les hommes, parce que c'est que des hommes, qui ont des comportements problématiques, bah, ça, ça rentre dans la sphère professionnelle. Et oui, oui, il y a des... Oui, c'est un peu comme les scandales MeToo dans le cinéma. C'est la même chose, c'est la même chose. Oui, il faut s'y attaquer à tous ces comportements le plus vite possible parce qu'ils sont systémiques. Je voulais savoir comment est-ce que toi tu gères tes fans? Est-ce qu'il y a des gens qui t'arrêtent? Genre, est-ce qu'il y a des gens qui t'arrêtent dans la rue? Non, non, alors des fans, c'est un bien grand mot. J'ai des gens fidèles qui me suivent depuis le début et une petite communauté de gens très fidèles que je leur en serai éternellement reconnaissant, qui partagent ce que je fais, qui tout ça. Mais non, on peut pas parler de fans. Et me reconnaître dans la rue, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé peut-être 3 fois, mais ça m'est arrivé à Paris, par des personnes de la famille, des gays, quoi, qui connaissent mon projet. Donc, non, je n'ai pas ce genre de problème. Dans tes DM Instagram, il y a des gens qui te font des propositions. Un petit peu, il y a eu un peu ça au début, mais après Les Garçons de l'été, Chansons de baise, tous les clips un peu sexuels, forcément, à attirer un peu effectivement des messages qui peuvent être problématiques. Mais à ça, moi, j'ai une réponse toute faite. Bonjour, vous êtes sur le compte de musique Sébastien Delage, administré par Sébastien Delage et son distributeur Kuroneko. Nous allons donner suite à votre demande. Et en général, ça calme très vite. Est-ce que tu pourrais me raconter quel est ton moment, genre là tu te dirais j'ai vraiment bien fait de choisir cette voie? Bah ça change tout le temps, hein. C'est chaque moment ouf efface le précédent, tu vois. Je sais pas si c'est le super pouvoir d'être bipolaire en phase maniaque, tu vois. Si je suis bien disposé, réussir à avoir un accomplissement dans ce métier, c'est un sentiment de gratification personnelle et d'épanouissement qui est indéfinissable, quoi. Donc là par exemple finir ton... Finir mon 3e album avant-hier, je suis épuisé et heureux, quoi. Alors, est-ce que tu peux me raconter un souvenir cringe d'un concert? Ça, par contre, des souvenirs cringe, j'en ai plein. Bah, à chaque fois que je fais une blague qui n'est pas bien reçue. Ah, genre ces silences? Ouais, ouais, c'est déjà arrivé vraiment. Déjà, par exemple, j'ai tendance à faire toujours une blague. C'est si ça vous a plu, je m'appelle Sébastien Delage. Si ça vous a pas plu, je m'appelle Julien Doré. Ou par exemple, quand j'ai joué à Montpellier en novembre, là, c'était super, super ambiance et tout. Quelques jours après, je joue à Paris, public pas très réceptif, que ce soit de la Bellevilloise pour la mercredi, que je sentais vraiment que des gens qui étaient venus plutôt faire la fête. Et du coup, moi, mes chansons un peu deep, je sentais que bon, les gens étaient moyen intéressés. Et du coup, je leur dis, bah, dis donc, vous êtes plus chiants qu'à Montpellier, hein. Et vraiment, genre, mais je dis ça avec bienveillance et humour, quoi, en essayant de détendre l'atmosphère. Et vraiment, j'ai senti que ça avait... J'ai senti que ça avait pas fait rire. Et du coup, j'insistais. Et du coup, chanson suivante, j'étais... bon, bah, à Montpellier, c'était toujours mieux, hein. Et je m'enfonce dans mon... Les Parisiens n'étaient pas contents. Globalement, ça s'est quand même bien passé. Et ça s'est délié à la fin. Mais j'ai senti qu'il avait fallu aller chercher les gens autrement que par mes black cringe préférés. Donc, quels sont tes futurs projets autres que... Enfin, là, tu es du coup dans le 3e album, donc la sortie, tourner des clips. Tourner des clips, j'en ai tourné un deuxième que je devrais tourner le mois prochain, j'espère, avec un pole dancer incroyable. 2 autres clips que j'essaye de préparer aussi, dont un clip de zombie
et le clip de Chanson de Baise 3. Parce que sur le premier EP, il y a Chanson de Baise. Sur le deuxième album, il y a Baise Platine qui est Chanson de Baise 2. Et du coup, là, sur le troisième album, bon, c'est la loi des séries. Du coup, j'ai fait Chanson de Baise 3 qui s'appelle Romeo Alpha. Et, et du coup, on va faire la suite du clip de Baise Platine. Comment t'as fait pour avoir François Saga sur un de tes clips? Bah, je vais envoyer un DM. Juste un DM comme ça sur Insta? J'avais fait avec mon deuxième album un podcast sur les sexualités. Et il y avait un épisode sur les premières fois et la sexualité privée quand on est travailleur du sexe. J'avais plusieurs intervenants, dont François, à qui j'avais envoyé un DM et qui était venu. Et du coup, après, je lui ai proposé de faire une scène dans Basse Platine, ce à quoi il a accepté. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans une carrière musicale? Que c'est rare que ça se passe comme on l'a prévu, qu'il faut pas avoir trop d'attentes, qu'il faut beaucoup travailler, qu'il faut se donner les moyens de le faire et qu'il faut être prêt à vivre quelque chose toujours un peu sur le fil, quoi. Aussi bien financièrement que émotionnellement, que amicalement, que amoureusement, on se sent toujours un peu en danger, quoi, et vulnérable, mais c'est comme je te disais tout à l'heure, tout ce qu'on arrive à accomplir, ça devient 100 fois plus important. Et s'entourer des bonnes personnes. Et s'entourer des bonnes personnes. Quand on a un gut feeling, il faut pas y aller. Jamais, 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 jamais. Merci beaucoup, Seb, d'avoir répondu à toutes ces questions. Maintenant, on va passer à un jeu. On va manger des bonbons. Premier jeu, c'est je n'ai jamais. Donc, si tu as fait, tu manges un bonbon. Je ne suis jamais tombé amoureux. Oui, j'ai envie qu'on mange des bonbons. Mais je suis amoureux toutes les 2 minutes. Je suis tout le temps amoureux. Je suis polyamoureux en plus. Et comment tu gères justement le polyamour? Ta définition du polyamour, c'est quoi? C'est une bonne question parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui profitent du statut du polyamour pour être juste des queutards. Parce que polyamour, ça veut dire que tu es en relation avec plusieurs personnes. Mais pas en relation sexuelle, en relation amoureuse. C'est que là, je suis avec 2 garçons. Ce sont 2 relations indépendantes, c'est-à-dire qu'eux ne sont pas ensemble. Ils se connaissent, ils sont amis, ils se respectent et j'ai des sentiments pour ces 2 personnes de la même manière, quoi. Tu pourrais aller vivre avec l'un des deux. Non, je pense que le polyamour, en tout cas moi dans ma définition, ça implique quand même d'avoir des moments pour soi. Et du coup, même si je passe beaucoup de temps avec eux et pas assez seul, mais le fait d'avoir mon chez moi, c'est quand même très important. Pour la santé mentale. Je le vois. En vivant, en concubinage. Ah ouais, bah du coup, j'ai un mec, un Américain en plus. Du coup, c'est bruyant. C'est comme un Italien, je crois. Parce que ma sœur s'est mariée à un Italien. Et elle a 3 enfants avec lui. C'est très bruyant, un Italien, hein. Et un Américain, c'est bon, après, il est trop mignon, mais c'est vraiment un gros nounours qui fait du bruit et qui n'a pas forcément les mêmes règles d'hygiène que moi. Ce qui est très étrange parce qu'on dit que les Français sont des gros dégueulasses aux États-Unis. Ah merde, alors, mon mec n'est pas du tout un gros dégueulasse. C'est pas ce que je veux dire. J'espère qu'il est pas derrière la porte en train de t'écouter parce qu'il va t'attendre avec une batte. Il sait pas parler français. Du coup, mon niveau d'anglais is so much better now. Ça fait 7 mois. Quand tu parlais d'être maniaque et que tout est très bien rangé chez toi, moi aussi, je suis un peu comme ça, de par mes parents. Et lui, il est pas comme ça. Et je sais pas si du coup, t'as vu mon appart, il est beaucoup plus en bordel que quand je vivais seul. Bon, je trouve pas ça en bordel, mais après. C'est parce que je l'ai fait ranger un petit peu, tu vois. Ça fait un peu de zala. Le papa chiant, tu sais. Bah non, mais c'est important de se sentir bien, c'est sûr. Et j'aime pas le bordel. C'est beaucoup plus joli quand tout est bien carré, quoi. Parce que vu que c'est pas carré là-dedans, De toute façon, faire le ménage, moi, ça lave mon âme. toi aussi, t'aimes passer l'aspirateur? Ouais, ça lave mon âme. J'avais l'impression de devenir vieux, mais... Non, non, c'est super. Alors, on va retourner au jeu Je n'ai jamais. Et je n'ai jamais écrit une chanson à la suite d'une rupture amoureuse. À chaque fois. À chaque rupture. Il y en a une sur le troisième album, il y en a une sur le premier album. Alors, c'est lesquelles? Sur le premier et le deuxième? La balade de Jean-Louis, qui est une chanson de rupture sur une relation que j'avais avec quelqu'un avec qui on avait un chien, ensemble. La chanson est écrite du point de vue du chien, en fait. Ça a l'air con comme ça. Je me rappelle souvent quand j'étais en concert, je disais, je finissais par cette chanson parce que c'est une chanson très triste qui me mettait assez mal et je pouvais pas aller Jean-Louis dans le concert sans m'effondrer, donc je la jouais toujours à la fin. Et je disais, bon, c'est ma dernière chanson, c'est la balade de Jean-Louis. Et vraiment, tous les gens étaient genre, la balade de Jean-Louis. Et tout le monde rigole. Et la chanson commence.
Et vraiment, je voyais les gens faire genre: «Oh, c'est hyper triste». Et vraiment, j'ai fait pleurer des gens en concert avec cette chanson-là. Et là, sur le prochain album, il y a une chanson qui s'appelle Tendrex, qui est une chanson de rupture, assez difficile et Ah, j'aime bien le jeu de mots. si je peux raconter l'anecdote, il y a 2 jours, il est venu, chez moi enregistrer, des chœurs, entre autres, sur cette chanson. Alors que la rupture était, assez fraîche et pas on n'était pas vraiment en communication. On n'est pas dans une relation, une séparation facile, mais il est quand même venu, poser des chœurs, sur cette chanson et sur l'album. Maintenant, ça va être le jeu Qui a dit. Alors, qui a dit Girls just wanna have fun? Bah, c'est Madonna, j'imagine. Ah non, c'est le Cyndi Lauper, n'importe quoi. C'est bon, tu peux manger un bonbon. Tu t'es rattrapé. Qui a dit She's got the look? Madonna. The Roxette. Je sais pas ce que c'est, les Roxette. C'est un groupe des années 90 et la chanson, elle est dans un épisode de Pose. Tu sais, la série. J'ai pas vu Pause. Je sais. Elle est incroyable sur des personnes trans dans le New York des années 80-90 et c'est passionnant. Je sais. Mais j'ai vu Paris is Burning. Ah, Paris, oui. Ah, putain, il est incroyable. Il est d'une tristesse aussi. Oui, mais j'ai pas vu Pause. C'est un gros manquement à ma culture LGBTQIA+. Après, maintenant que tu as fini l'album, tu vas avoir plus de temps. Bah non, maintenant, il faut faire les clips, les dossiers de subvention. Ah, waouh. Ah, du coup, Ça ne s'arrête pas jamais. faire l'album, en fait, qui est le plus long, c'est Tout le process. qui a dit Exit la morale, désir animal? C'est moi qui l'ai dit, mais c'est El Bigora qui l'a écrit. El Bigora, c'est un auteur PD qui s'appelle, qui a monté une maison d'édition qui s'appelle Terrasse Édition et qui a coécrit Best Platine avec moi, qui m'a aussi aidé sur le troisième album, qui est un auteur qui a écrit un premier roman qui s'appelle 28 jours, qui est sublime. Il est en train d'écrire la suite. Et c'est lui qui a écrit cette punchline. On trouvait ça extrêmement drôle de commencer un album par cette phrase à la fois punchline et un peu cringe en même temps. Ouais, ça nous a fait marrer. Donc c'est moi qui l'ai dit, mais c'est Bigora qui l'a écrit. Qui a dit Total Eclipse of the Heart? C'est Blondie. Ah mais non. Bonnie Tyler. Oh, je suis nul à ton jeu. Et Bonnie Tyler, mais tu connais elle. Enfin si, je vois ce que c'est, mais... Oui, tu te souviens de la chanson, la reprise française Retiens-moi si je songe, je suis ta prisonnière? Bah, je pense que c'est la seule chanson de Bonnie Tyler que je connais. Enfin, honnêtement, je mets quiconque au défi de citer une autre seule chanson de Bonnie Tyler. I Need a Hero. Une troisième? Ouais. Donc non, je me rappelais pas, non. On va passer à un autre jeu qui est raconter des histoires, mais des histoires qui nous sont vraiment arrivées. Est-ce que tu peux me raconter ton pire secret ou justement comme c'est un secret, tu veux pas? C'est compliqué comme question. Mon pire secret, j'ai déjà montré, c'est que je me suis fait tatouer un tribal quand j'avais 18 ans. Il est où? Et sur l'aine. Franchement, pendant longtemps, j'en ai eu très honte. Mais il y a un jour, j'ai eu un déclic, je me suis fait genre, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 25 ans, j'étais genre, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été vraiment, pendant longtemps, j'en avais très honte. Pas vraiment un secret, mais c'est ça. Mais tu peux pas le rattraper et demander à un tatoueur de faire autre chose en partant de la base? Non, j'ai décidé de l'assumer. Et du coup, il est sur la pochette arrière de mon disque du deuxième album. J'ai une chanson qui s'appelle Tribal Tattoo sur mon troisième album d'ailleurs. Et t'en as combien justement des tatouages? Une centaine, je sais pas. Ça fait mal? Ça dépend où. J'en ai beaucoup, des petits, des moyens, des très peu de gros. Ah, le hot dog, il est trop mignon. J'ai super le head. Alors, est-ce que tu pourrais me raconter ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, il est pas si fou, hein, c'est de continuer à faire ce que je fais. Hein. C'est juste pouvoir... S'il y avait une étape au-dessus, ce serait juste être juste un peu moins précaire, quoi. Et pouvoir continuer à faire ce que j'aime sereinement, avec intégrité et passion, et avec les gens que j'aime et tout ça. Eh ben, justement, vous pouvez précommander l'album de Seb sur son site. Moi, je l'ai fait. Je voulais montrer tes vinyles que tu m'as rapportés. D'abord Fou. Voilà, pour mon premier EP. Ça te va bien aussi la moustache comme ça? Très pornstache. Du coup, le Le deuxième... deuxième, c'est Rien compris. Oh putain, faut pas fumer avant de faire un podcast. Il y a un peu plus bas. Alors, Rien compris. Rien compris, mon premier album qui est sorti 2023. Ça, c'était l'année dernière. L'année dernière, mon deuxième album, Best Platine. Et le fanzine du deuxième album, parce que j'accompagne chaque disque d'un fanzine pour mettre à l'honneur plein d'artistes queer que j'aime, qui méritent d'être connus.
Et voilà, et ça, c'était la pochette du fanzine de Best Platine avec une photo de Jérôme Lobato et une décoloration de Romain Duplessis. Et on peut voir ici ton fameux tatouage tribal. Voilà, que j'ai fini par assumer pleinement. Merci beaucoup pour ces cadeaux. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de venir sur mon premier podcast Et remettre tes micros en place. et me remettre les micros en place. Avec aucun sens caché derrière. Putain, j'avoue. Mais oui, tu m'as sauvé. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup, Sébastien Delage, d'être venu répondre à toutes mes questions. Bye. Merci à toi d'avoir écouté cette histoire. J'espère que ça t'a plu. Alors n'hésite pas à partager ce podcast et à faire tes retours en commentaire. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.